Ciao Rag. À 180 minutes d'en connaître un peu plus sur son destin vers le Mondial 2026, l'histoire de la Squadra Azzurra résonne encore à travers le globe. Il faut dire que ces 4 victoires en Coupe du Monde de 1934 à 2006 n'ont plus suffi à ce que le pays de la botte participe à une simple Coupe du Monde, orpheline d'une simple présence à un mondial depuis celui de 2014 au Brésil et un cuisant échec en phase de poule. L'Italie cherche à inverser la tendance. Mais pour cela, ne faudrait-il pas d'abord guérir de ses blessures? L'Italie, ou le mode d'emploi pour gagner les barrages, c'est maintenant sur Calcio Théo. Pour comprendre comment la sélection italienne se porte aujourd'hui, il faut revenir quasiment 10 ans en arrière, à l'Euro 2016. Antonio Conte est alors sur le banc, Graziano Pelé et Eder devant, Giaccherini en feu follet, et un penalty de Simone Zaza a fini dans l'espace. Une époque singulière pour la nationale et qui verra son aventure dans ce championnat d'Europe se terminer en quart de finale. Après le départ d'Antonio Conte, c'est donc un certain Gian Piero Ventura qui va reprendre les rênes de la sélection nationale avec comme cap le Mondial 2018 en Russie. Il officiera finalement sur le banc de la Squadra Azzurra de l'automne 2016 à l'automne 2017. Et si aucun joueur impliqué dans l'épisode suédois n'est encore présent en national et aujourd'hui, Donnarumma, Barella et Spinazzola, respectivement 18, 20 et 24 ans à ce moment-là, étaient eux présents lors du reste de la campagne de qualification de l'Italie à ce mondial en Russie. Une campagne marquée par l'écart grandissant entre l'Italie et l'Espagne, les deux grands favoris de ce groupe, et qui verra finalement la Roja finir première avec 5 points d'avance sur l'Italie. Avec notamment comme match référence dans ce duel la très grande performance d'Isco face à l'Italie, Marco Verratti peut encore en témoigner. Mais dans cette campagne, on aura surtout vu une hésitation constante entre deux dispositifs chez Ventura, le 3-5-2 et le 4-4-2, un constat qui sera encore renforcé lorsque le sélectionneur italien va comprendre que l'Italie devra passer par les barrages pour tenter de se qualifier. Et il va aboutir sur un premier drame, celui de l'absence à un mondial pour l'Italie pour la première fois depuis 1958. On se souvient des larmes de Gigi Buffon à la fin de la rencontre, et il y avait là un premier enseignement à tirer de cet échec, qui vous allez le voir n'a pas forcément été retenu. Ventura prend logiquement la porte après cet échec et c'est Roberto Mancini qui va lui succéder. L'ancien tacticien de Manchester City aura quasiment toujours opté pour un 4-3-3 durant ses 5 années passées avec la nationale, un dispositif aussi brillant que décevant en l'espace de très peu de temps. En 2021, c'est celui qui a permis à Chiesa de briller sur son côté droit, à Spinazzola de s'éclater sur le couloir gauche et à Insigne de se découvrir un nouveau rôle plus axial. Il aura aussi révélé le rôle de Jorginho devant la défense, en plus de sa technique unique de penalty, et aura enfin conforté la charnière centrale Bonucci-Chiellini pour un ultime barreau d'honneur. Mais en 2022, ce même dispositif a exposé la faiblesse du vivier au poste de numéro 9 de la nationale, ainsi que son incapacité plus globale à finir ses actions, en plus de pousser des cadres vieillissants vers la sortie. Difficile d'oublier l'épisode des 2 pénaltys loupés de Jorginho face à la Suisse qui vont contraindre l'Italie à finir deuxième de son groupe et donc de repasser par la case barrage. Et pourtant, entre la victoire finale à Londres pour l'Euro et la désillusion à Palerme face à la Macédoine du Nord, seulement 8 mois à peine séparent ces deux rencontres. Enfin, Luciano Spalletti, arrivé à l'automne 2023, aura lui aussi hésité entre deux dispositifs. Son démarrage en 4-3-3 l'aura progressivement conduit au passage d'une défense à 3 qui aura en partie causé sa perte. Le tacticien passé par la Roma et l'Inter ayant parfois démarré des rencontres avec un schéma de jeu avant de le modifier en cours de route. Instauré définitivement après la désillusion face à la Suisse à l'Euro 2024, le système à 3 défenseurs n'aura pas pleinement convaincu en défense centrale, notamment avec le repositionnement de Di Lorenzo, et n'aura pas aussi permis aux pistons de pouvoir pleinement exploiter leur potentiel. Vous l'avez compris, cette instabilité chronique de la nationale et depuis 2016 explique en partie les tragédies qu'elle a vécues année après année. La frilosité de Ventura sur le banc, préférant faire rentrer un milieu de terrain défensif plutôt qu'un attaquant face à la Suède en 2017, les 32 tirs cadrés face à la Macédoine en 2022 avant le coup de massue dans le temps additionnel, ou la qualification in extremis à l'Euro 2024, acquis dans la peur face à l'Ukraine grâce à un 0-0 lors de la dernière journée. On le sait désormais, un monde à tremblement de terre dans le monde du football, l'Italie ne finira pas première de son groupe I,
ce qui signifie pour elle de devoir repasser par la case barrage pour tenter de disputer un mondial, son premier depuis 12 ans. Et là arrive le moment de la vidéo où il va falloir être plus que concentré, car dans ces barrages, nouvelle formule, il va y avoir 16 pays pour la zone Europe. Les 12 premiers seront les nations qui auront fini deuxième de leur groupe de qualification à ce mondial, et les 4 dernières seront des nations repêchées grâce à la Ligue des Nations. À 2 matchs de la fin des qualifications, voici la liste des équipes deuxièmes et donc provisoirement barragistes. On y retrouve notamment la Slovaquie, le Kosovo, l'Écosse, l'Ukraine, la Turquie, la Hongrie, la Pologne, la Bosnie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la République tchèque et donc l'Italie. Et en plus se rajouteraient les 4 fameux repêchés. Une fois que l'on a obtenu ces 16 équipes, elles vont ensuite être réparties en 4 chapeaux pour pouvoir procéder à un tirage au sort. Les 3 premiers chapeaux seront faits grâce au classement FIFA et le dernier contiendra uniquement les repêchés de la Ligue des Nations. Et concernant les affrontements, une équipe du chapeau 1 va affronter une équipe du chapeau 4 et une équipe du chapeau 2 va affronter une équipe du chapeau 3. Le tout dans 4 mini-groupes, car oui, 4 nations européennes vont sortir de ces barrages avec un ticket pour le mondial. 10e au classement FIFA, l'Italie est l'une des nations les mieux classées dans ces barrages, et elle figurera donc dans le chapeau 1. Ce qui veut dire que la nationale va forcément affronter un repêché de la Ligue des Nations pour sa demi-finale des barrages. Pour imaginer un exemple, l'Italie pourrait affronter la Suède pour démarrer cette campagne de qualification, car les coéquipiers d'Alexander Isak sont actuellement très mal placés dans leur groupe de qualification à ce mondial, mais dans leur poule en Ligue des Nations, dans la Ligue C, ils ont pris 16 points sur 18 possibles, ce qui en fait l'un des meilleurs totals. Et si elle sort victorieuse de cette demi-finale, la nationale pourrait affronter le vainqueur du match entre l'Albanie et la République tchèque. La logique de ce mini-groupe fictif que je viens de créer étant donc la suivante: l'Italie est dans le chapeau 1, la République tchèque dans le chapeau 2, l'Albanie dans le chapeau 3 et la Suède dans le chapeau 4. A noter que ce sont des matchs simples, pas d'aller-retour, avec donc des possibilités de prolongation et de tir au but à chaque rencontre. Les demi-finales auront lieu le 26 mars 2026 et la finale le 31 du même mois. Et lors de ce tirage au sort, qui aura lieu en décembre 2025, sera aussi décidé qui recevra pour la finale de ces barrages. Ce scénario, où l'Italie va très probablement retrouver les barrages, elle aurait pu l'éviter lorsque la squadra azzurra avait un autre coach à sa tête. Les 20 et 23 mars dernier, l'Italie affronte l'Allemagne en quart de finale de la Ligue des Nations, et dans cette double confrontation, 2 passages à vide de la nationale lors des 2 matchs vont leur coûter cher, voire même très cher. Car c'est bien elle qui ouvre le score lors du match aller à San Siro grâce à Tonali avant d'encaisser 2 buts de la Mannschaft en deuxième période. Et au match retour à Dortmund, la nationale va concéder 3 buts juste avant la mi-temps avant de revenir au score finalement en seconde période. Mais avec une victoire 2-1 puis un match nul 3-3, ce sont bien les Allemands qui vont se qualifier pour le dernier carré de cette compétition. Concernant la nationale, cette compétition créée en 2018 qui visait à créer une forme d'intérêt pour les matchs internationaux entre les grandes compétitions, eh bien elle va avoir un premier impact sur sa campagne de qualification au Mondial 2026, puisqu'en perdant cette double confrontation, l'Italie va hériter du groupe I, une poule à 5 équipes où la Norvège a déjà commencé à gagner ses premiers points pendant les quarts de finale de la Ligue des Nations. Victorieuse face aux Italiens, l'Allemagne va elle hériter du groupe A, une poule à 4 équipes avec le Luxembourg, la Slovaquie et l'Irlande du Nord, et c'est une poule dont elle est actuellement le leader à 2 journées de la fin. Mais la place au regret étant très fine dans le sport de haut niveau, l'Italie a dû démarrer sa campagne de qualification pour le Mondial 2026 dans la foulée de ce quart de finale raté de Ligue des Nations. Et c'est là que le premier drame arrive. Le 6 juin 2025, l'Italie va couler à Oslo. En limitant seulement, les coéquipiers d'Erling Haaland trouvent 3 fois la faille dans la défense de la nationale. Cette claque 3-0 va entraîner Luciano Spalletti dans sa chute. L'entraîneur champion d'Italie avec le Napoli en 2023 l'annoncera lui-même dans la conférence de presse juste avant la rencontre face à la Moldavie, dont la victoire 2-0 semble anecdotique dans cet épisode. 24 matchs après son arrivée en septembre 2023, le tacticien de 66 ans sort par la petite porte. Il avait accepté à la surprise générale ce poste quelques semaines après avoir quitté le Napoli champion d'Italie et comptait initialement passer du temps avec sa famille et se reposer. Pour autant, à son départ, le ciel s'est déjà assombri au-dessus de la nationale, avec certes des matchs en moins. L'Italie accuse déjà d'un retard de 9 points sur la Norvège et d'une différence de but inférieure de 12 réalisations face à son principal concurrent dans ce groupe I. Pour remplacer Spalletti, l'Italie s'attend à avoir un autre nom du football italien qui vient de quitter son club, Claudio Ranieri. Encouragé par la presse italienne, l'idée selon laquelle le tacticien de 73 ans, champion d'Angleterre avec Leicester, viendrait sur le banc de la sélection nationale
plaît beaucoup. Il faut dire qu'il ressort de 2 missions héroïques, maintenir Cagliari la première année et redonner de sa splendeur à l'AS Roma la suivante. Et cet homme avait su faire les deux, avec la douceur et l'humilité qu'on lui connaît. Alors, comment ne pas espérer le voir prendre les rênes de sa sélection nationale? Contacté par la fédération, Claudio Ranieri déclinera finalement poliment l'invitation, lui qui était attendu à un nouveau poste dans l'organigramme de l'AS Roma. Un nom va alors ressortir pour tenter de relancer la machine, celui de Gennaro Gattuso. À 47 ans, c'est un nouveau défi de taille qui attend l'ancien numéro 6, et sa première évolution va passer par le terrain. Fini les hésitations de l'Euro 2024 entre deux systèmes de jeu. Gattuso arrive avec un 4-4-2 et il va tout de suite les mettre en place. Va naître alors une colonne vertébrale qui se présente aujourd'hui comme les éléments les plus fiables de cette sélection. Donnarumma au cage, Bastoni Calafiori en défense centrale, Tonali Barella au milieu de terrain et Moiskin et Retegui devant. Sur les côtés de la défense, l'état de forme de Di Marco et Di Lorenzo sont fluctuants, que ce soit en club ou avec la tunique aux 4 étoiles. Actuellement, difficile de savoir si Bellanova, Udogie, Cambiaso ou Spinazzola pourront prendre leur place lors de la prochaine trêve internationale. Et sur les ailes, bis repetita. Orsolini, Politano, Zaccagni, Zaniolo ou même Raspadori se sont déjà essayés sur les ailes, sans pour autant s'y garantir une place de titulaire. Et les repositionnements un cran plus haut de Spinazzola et Cambiaso, ou le retour prochain d'un Federico Chiesa, pourrait encore plus bousculer la hiérarchie d'un cadre déjà fragile pour ces ailiers de la nationale. Raspadori semble peut-être le seul profil à part dans cette liste. Le nouveau feu follet de l'Atlético est aussi bien capable de remplacer l'un des deux numéros 9 en cours de match, ou de démarrer la rencontre sur un côté. Avec Bastoni suspendu et Keane blessé, le 3-5-2 dévoila la surprise générale de Gattuso, a permis de nouveau d'exposer les faiblesses de Di Lorenzo lorsqu'il est repositionné en défense centrale. Et comme je l'évoquais plus tôt, c'est l'un des cadres de l'Euro 2021 qui est en train de perdre un peu de son statut avec ses performances sur le terrain. Cela n'enlève rien au travail mental qui devra être collectif pour l'Italie à l'approche de ses 2 derniers matchs de qualification pour le Mondial 2026. Et si l'essentiel doit être assuré face à la Moldavie le 13 novembre prochain, il faudra aussi croire très fort en sa bonne étoile pour voir la Norvège faire un faux pas face à l'Estonie avant un duel ultime à San Siro le 16 novembre prochain pour revenir là où tout a commencé. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous voyez la suite désormais pour cette nationale. Calcio Théo, c'est aussi en format vertical avec des débriefs complets après chaque match de la nationale, mais aussi après chaque journée de la Serie A. C'est donc là-bas que je vous y attends pour la prochaine journée de Calcio. D'ici là, n'oubliez pas, suivre la Serie A c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo, c'est mieux. Ciao.